Salut Marc et Smart et bienvenue dans Talking Catch numéro 7, votre émission mensuelle de news de catch animée par la team de Catch Up. Nous allons parler donc du coup, comme chaque mois, des meilleures news les plus importantes du monde du catch, de la Ring of Honor à la New Japan, en passant par la WWE, Global Force Wrestling et tout ce qui s'ensuit. Comme d'habitude, je suis accompagné par l'inénarrable Ringside. Salut les amis. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de news, donc on va y aller tout de suite avec la première news. C'est John Cena, donc du coup, qui a, et là, on ne caricature pas, enterré Roman Reigns au Raw de Memphis le 28 août. Si vous suivez nos podcasts, hein, on en a parlé pendant un bon quart d'heure, mais tout le monde en parle en ce moment. Et donc du coup j'ai pris quelques petites réactions de superstars. On a d'abord Chris Jericho qui était en interview donc chez Sports Illustrated pour la sortie de son nouveau bouquin dont je n'ai pas le nom, mais mais donc il parlait de Roman Reigns, hein. Alors il y allait un peu fort dans les compliments parce que il a dit carrément Roman Reigns est probablement le meilleur catcheur de la WWE en ce moment, et je vous dis ça parce que les gens sont toujours intéressés par lui, qu'ils bouent ou qu'ils applaudissent, ils paieront pour le voir. Donc c'est un peu le raisonnement qu'on a entendu d'autres catcheurs qui supportent un peu les décisions de la WWE. Et il a ajouté, bien entendu, le boss a décidé qu'il serait un twinner. C'est comme le football, le baseball ou le hockey. Tout le monde ne va pas supporter la même équipe. Et non, Roman Reigns n'est pas dénué de charisme. Belle défense. Donc voilà. On a eu aussi, alors là, c'est toute petite réaction, c'est Johnny Gargano sur Twitter pendant la promo qui disait l'atmosphère de ce match va être complètement surnaturelle. Donc voilà, il a bien aimé la tension entre les deux catcheurs. Et là, je vais garder la meilleure réaction pour la fin, c'est Natalia qui sur Twitter a fait wow et wow, on en veut plus. Merci Natalia. Désolé, j'ai pas trop eu le temps de à mon avis, j'aurais pu en fouiller d'autres. Petite micro news là-dedans d'après Dave Meltzer. Donc voilà le roi de la newsletter. Le segment était complètement scripté. Et Samoa Joe était bien prévu donc du coup contre John Cena ce soir-là, mais il s'était blessé au genou. Néanmoins, le plan a toujours été de retomber sur John Cena contre Reigns. Ah non merci. Alors Ring, ma question sur cette micro-news. Reigns est-il un twinner réussi ou un babyface raté? Au cas des deux, c'est... Voilà. D'accord. Ça fonctionne pas concrètement comme il voudrait. Le Roman Reigns, il a son succès, il fait réagir, mais on voit bien dans cette rivalité-là, on essaie de refaire ce qui s'était passé entre le Rock et Cena, avec Cena à la place du Rock et Reigns à la place de Cena. Mais voilà, Reigns, il n'a pas les capacités de talker de Cena. Donc du coup, il se fait enterrer sur la première rivalité au micro, sur le premier segment. Et c'est pas la première fois qu'ils tentent des trucs avec Roman Reigns et que ça va pas dans le sens qu'ils espèrent. Donc c'est encore une fois à Roman Reigns de se bouger et de s'imposer comme le vrai patron du roster. Mais ça sera pas en refaisant quelque chose qui a déjà été fait, comme ils ont essayé de faire en le faisant passer pour quelqu'un à la Daniel Bryan, avec l'autorité devant lui. Ouais. Après, ils l'ont fait affronter un géant, à manière d'Hulk Hogan. Voilà, tout ça, pour l'instant, ça porte pas vraiment ses fruits. Il est quand même au top parce qu'il a vraiment tout le monde derrière lui. Mais c'est pas encore le draw, comme on dit, que ça devrait être. Donc voilà, ce qui va encore se casser les dents à moitié sur cette rivalité. C'est intéressant, mais on n'est pas encore quelque chose qui fonctionne comme le souhaiteraient les officiels. Mais j'étais en train de penser justement avec cette idée de Daniel Bryan, est-ce que je sais pas si ça marcherait, mais est-ce que finalement il pourrait pas refaire l'histoire du, alors en utilisant un peu différente, mais l'histoire de il perd contre John Cena par exemple, il perd contre John Cena et là retour de Stephanie McMahon qui vient lui dire écoute, on t'a fait confiance,
Mais elle l'avait déjà fait, mais mais c'était faux. Il avait déjà l'autorité contre lui. Ouais. Oui, non, mais c'était totalement faux parce que t'avais une semaine où on lui dit oui, non, mais t'es une sous-merde, t'as fait perdre Raw, c'est de ta faute si on n'a pas eu, c'était quoi déjà, c'était la ceinture WWE. Et ça avait pas marché parce que 2 semaines après, ils le refont partir sur champion US ou je crois que c'était un truc du genre. Mais là, s'ils font l'histoire, genre il se fait battre par Cena et l'histoire c'est que la WWE est déçue de lui dans la vraie vie comme dans le kayfabe. Et là il l'enfonce. Je sais pas comment ils pourraient faire ça parce qu'il faut qu'ils prennent quand même des mecs baraques, mais qu'ils le massacrent pendant X semaines. Et que voilà, donc du coup il pourrait construire un truc là-dessus. Après ça veut pas dire il faudrait pas le faire remonter en flèche à la fin, mais voilà, mais bon, ça demande de le mettre en retrait pendant 3 mois ou 4 mois et que les gens commencent à soit l'oublier ou alors à s'intéresser, à se dire merde, mais Reigns en fait il est devenu c'est devenu un loser dans le sens où c'est devenu un gars qui a été abandonné justement par l'autorité. Donc voilà, bon, on va voir ce qui est beaucoup plus probable c'est qu'il gagne à No Mercy, hein, mais bon. Ouais, mais moi je préférais le voir continuer dans sa trajet du big dog, du patron du roster, et puis il continue à écraser tout le monde en faisant des matchs qui sont super, quoi. Je pense que s'il continue à faire des grosses prestations comme ça en main event, il finira par être apprécié du public, mais de là à devenir un mec mainstream, etc., qu'on voit dans les émissions et qui est susceptible de vendre de merchandising à gogo, ça je sais pas s'ils y arriveront un jour avec Roman Reigns. Mais je pense que penser à travailler d'autres superstars qui pourraient avoir le. Je pense que ça lui va pas parce que c'est apparemment c'était qui disait ça. Il me semble que c'est Meltzer qui était justement dans un podcast avec Cornette. Il parlait des promos à la WWE. J'ai écouté ça sur YouTube et ça date de pas très longtemps. Et il disait que Reigns, il avait vu Reigns et Cesaro s'entraîner au, je sais plus, c'était Performance Center ou un truc comme ça. Non, c'était pour une promo pour le jeu vidéo, je crois. Où ils ont fait une promo qui était pas scriptée. C'est de ça dont tu parles. Et où ils étaient excellents. Tous les deux. Ouais, voilà. Il disait que donc du coup Reigns, quand on le lâche, il a de la répartie, etc. Limite il est aussi bon, voire meilleur que et Cesaro, la même chose, parce que bon, on a beau aimer Cesaro, faut avouer, on aime Cesaro pour son in-ring, c'est pas pour sa répartie, quoi. À la WWE, on le laisse pas vraiment dire quelque chose à part on est la barre, super. Merci. Ouais. Donc, à part sortir des jingles, quoi. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais c'est sûr que Reigns serait capable. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, il serait capable d'être, je pense, une bonne superstar au micro, mais il serait pas capable d'être John Cena. C'est-à-dire, il serait pas capable d'être de faire de la blague en permanence, d'être toujours dans la complicité avec le public, etc. Un peu comme enfin, je vais pas dire aussi vicieux, mais un peu comme un CM Punk qui finalement a jamais été vraiment quelqu'un qui, enfin, il a joué bien plus tard avec le public. Mais sinon, il a toujours été quelqu'un d'intéressant sans pour autant tirer la couverture, enfin essayer d'avoir le public dans sa poche et de faire des petites blagues ou des trucs comme ça. Mais Cena avait cette capacité de délivrer, qu'on lui donne de la merde à dire ou des trucs cool. Quoi qu'il arrive, il arrive à sortir des promos. Reigns, il peut pas dépasser les scripts qu'on lui donne, et les scripts ils sont quand même pourris dans l'ensemble. Donc à un moment donné, la faute elle est pas forcément sur Roman Reigns comme on le dit, mais sur les mecs qui écrivent les textes. Donc tout ça c'est sous l'aval de Vince, hein, évidemment. Ouais. Mais un des gros points faibles à l'heure actuelle de la WWE, c'est ces promos qui sont scriptés de A à Z
et qui donne pas de marge de manœuvre aux catcheurs. The Rock, quand il était au top, il avait un mec qui scriptait ses textes pour lui. Il avait son propre auteur. C'est pas du tout le cas pour Roman Reigns, même s'il a peut-être quelqu'un qui le suit de près et qui s'occupe quand même de gérer ses promos. Il n'a pas un mec spécifique qui lui écrit ses textes et qui visiblement a du talent. Donc, et l'argument. Ouais, j'allais dire justement, il y avait aussi, je l'ai pas cité, mais Edge et Christian dans leur podcast, parce que maintenant, de ce que j'ai compris, ils ont un podcast qui est pas diffusé sur la WWE, mais ils ont leur propre podcast dans leur coin, et ils en ont parlé, et l'argument, mais pas que de eux, hein, d'autres personnes, c'est aussi que oui, il y a ces scripts, etc., mais au bout d'un moment, t'es à un tel stade, tu sais que t'es à ce stade-là de popularité, de vente de t-shirts, de tout ce que tu veux, où c'est le moment où tu dois prendre le risque, tu dois transformer ce qu'on te donne, et même si tu te fais engueuler en coulisses, tu sais que c'est pas au premier avertissement que tu vas te faire virer, quoi. Enfin, tu peux tenter ta chance. C'est ce que sait faire Kevin Owens, par exemple, qui lui a tout compris au truc. Il sait qu'il avait expliqué dans une interview, il sait que dans les scripts qu'on lui donne, il y a des points sur lesquels il doit appuyer et qu'il doit faire passer auprès du public. Après, la manière dont il les raconte, c'est pas grave s'il change complètement le texte. L'important, c'est que c'est les points que veut mettre en valeur, en avant Vince, soit évoqués dans la promo. Et ça, effectivement, Reigns, visiblement, il reste au texte qu'on lui a donné. Et j'ai même l'impression que chez Owens, si on regarde depuis le début jusqu'à maintenant, même à SmackDown, c'est de plus en plus libre la façon dont il délivre ses promos. Ce qu'il fait souvent, même en coulisses, quand il va voir des superstars ou Sami Zayn, etc. Ça sonne tellement naturel. Je pense que c'est d'un côté le talent et de l'autre côté le culot, quoi. Tu peux être bon au micro. Justement, Reigns, on a des preuves, enfin du moins des personnes qui disent il est bon au micro. Derrière ça, faut avoir le culot de transformer et de voilà. Mais si Reigns peut pas se permettre de modifier son texte, je sais pas qui le peut. Donc ça va être sûrement la rivalité qui va le faire monter en grade à ce niveau. Hein. C'est assez étonnant, mais finalement c'est un manque de confiance de la part du mec finalement qui devrait en avoir le plus dans tout le roster, quoi. Donc ah oui, on vous a pas dit pour ce Talking Catch, on va faire une news chacun, c'est du ping-pong. Donc là je vais laisser Ring parler de ce que je ne connais quasiment pas, c'est-à-dire la New Japan. La New Japan. Parler de G1. New Japan Pro Wrestling qui fait sa meilleure année 2017. Je vais revenir sur le G1 Climax, la finale. Donc le grand gagnant c'est Tetsuya Naito. Je vous avais laissé la dernière fois avec Okada qui était parti en flèche vers les sommets puisqu'il avait gagné tous ses matchs. Il s'est écroulé sur la fin du tournoi en accordant une défaite à Evil, un match nul contre Minoru Suzuki, le leader des Suzuki Gun. Evil, c'est le bras droit de Tetsuya Naito dans les Ingobernables de Japón. Et donc défaite également d'Okada face à Kenny Omega en finale du bloc B, et c'en est fait d'Okada qui doit laisser sa place. C'est bien Kenny Omega qui va en finale. Match exceptionnel, les finales du bloc A, du bloc B. Bloc A, la finale c'était Tetsuya Naito contre Hiroshi Tanahashi, pardon. Deux gros matchs. La finale Naito Omega, Naito qui s'impose. C'est regarder les finales du bloc A, du bloc B, la finale le jour suivant. Donc Tetsuya Naito qui théoriquement s'en va vers le Wrestle Kingdom en janvier pour affronter le champion qui est toujours pour l'instant Okada. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Le retour d'un catcheur que vous connaissez bien, Davey Boy Smith Jr., avec Lance Archer qui était aussi à la WWE en équipe avec Kurt Hawkins à une époque. Ils ont une équipe qui s'appelle Killer Elite Squad, qui fait partie du Suzuki Gun et qui rentre dans la course au titre de champion par équipe. Ils font des équipes dans les équipes. Des équipes dans les clans, oui. Enfin, des équipes dans les clans. C'est ça. C'est que des guerres de clans, la Japan. C'est vraiment un truc de Yakuza, tout ça. C'est ça. Voilà, donc ils rentrent dans la course au titre tag team. Donc le match dans la finale du G1 c'était pour les titres par équipe,
Cody Rhodes, que vous connaissez bien, avec Hangman Page de la Ring of Honor pour représenter le Bullet Club, donc qui a perdu face à War Machine. Voilà, on a un changement de titre aussi, puisque Taguchi Japan, avec Ricochet et Taguchi, qui ont gagné face aux Young Bucks. Donc les Young Bucks ne sont plus champions de la New Japan. Voilà, regardez encore une fois ces finales parce que c'était vraiment excellent. Je vais pas revenir dans le détail plus que ça. Et d'ailleurs, c'est tellement excellent que vient de sortir le classement des 500 meilleurs catcheurs du Pro Wrestling Illustrated. Et le grand gagnant, pour la première fois, un japonais, Kazuchika Okada, le champion de la New Japan. C'est lui le meilleur catcheur pour le Pro Wrestling Illustrated. Donc voilà, ça prouve bien que 2017, c'est l'année de la New Japan. Que, voilà, on est sur quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez historique. Moi, je vous avais déjà dit de suivre tous les matchs d'Okada. Il n'y en a pas tant que ça dans l'année, et c'est toujours des matchs exceptionnels. Voilà, c'est AJ Styles qui est deuxième au classement. Je crois que c'est Roman Reigns qui est en troisième. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, la WWE n'est pas au sommet du classement, et c'est bien la première fois. C'est étonnant qu'il y ait... Enfin, je dis c'est étonnant qu'il y ait Styles, non, pas forcément. Par contre, Reigns aussi haut, c'est étonnant parce que autant... Reigns est quatrième, j'ai dit une bêtise, c'est Kevin Owens qui est troisième. D'accord. Parce que de ce que j'ai compris, donc le Pro Wrestling Illustrated, leur classement en fait, il est pas vraiment sur... uniquement la qualité de in-ring. En fait, c'est un mélange kayfabe réalité, dans le sens où c'est mélange victoire, nombre de victoires, plus généralement c'est des mecs qui ont eu la ceinture pendant la majorité de l'année ou c'est ça, plus t'as des ceintures dans des fédérations élevées genre WWE, plus t'as de chances d'être haut dans le classement. D'accord. Bon bah ouais, mais est-ce que enfin les résultats que tu m'as donné, puis surtout les les match-up, parce que j'ai pas du tout regardé les résultats sur la fin, mais c'est sûr que les affiches des demi-finales là du G1, ça me donne envie quand même de les voir, même si là j'avoue que le début du G1, donc c'était dans le dernier Talking Catch si vous voulez voir les résultats. Il y a trop de matchs. Moi ça me fait peur quand on me dit ah mais c'est trop bien. Et donc du coup, voilà les 24 premiers matchs. Quoi? Ah ouais, non, bah c'est 18 ou 19 jours d'affilée, hein, ouais. Donc avec il y a des pauses un petit peu d'un jour ou deux, mais c'est sûr que ça demande une certaine rigueur pour pouvoir tout regarder. C'est la première année où j'ai réussi à le suivre vraiment en temps réel. Sinon, généralement, au bout de 3 ou 4 jours, j'étais débordé et puis je mettais 6 mois à regarder la fin. Mais c'est bien, t'arrives à regarder la fin avant d'arriver au G1 Climax, quoi. C'est genre vers Noël, t'as fini, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. C'est vraiment quand je suis rentré dans la New Japan, c'est via le Climax en 2015. Et mais on était vraiment là sur une année exceptionnelle. Donc voilà, quand on dit que c'est vraiment bien, c'est pas des âneries, hein. C'est vraiment, on est vraiment une classe au-dessus, surtout de ce qu'a pu proposer la WWE sur les derniers mois. Donc effectivement, moi je vous conseille, alors si vraiment vous n'avez pas beaucoup de temps, regardez les deux finales, et du bloc A, du bloc B, et puis le jour final avec l'affrontement Omega contre Naito. C'est quand même pour moi c'est des matchs qui rentrent tout de suite dans l'histoire, hein, tout ça, c'est des performances exceptionnelles. Je pense que c'est ce que je vais faire. On va passer à la troisième news. C'est une déception pour Sasha Banks. Et oui, c'est Sasha Banks qui est déçu du booking de la WWE. Alors, vous pensez directement booking de match, c'est pas que ça. Sasha Banks, donc, qui a perdu sa ceinture de championne féminine à Raw le 29 août, s'est exprimé chez Sam Roberts, hein, le podcasteur que vous connaissez sûrement. Il a fait une petite apparition aussi il y a pas très longtemps, je crois, en pré-show
avant un pay-per-view. Je vous conseille toutes ces interviews en général. Sam Roberts, c'est un des seuls mecs qui a le droit d'interviewer les catcheurs de WWE pendant 1 heure à chaque fois, et c'est généralement très intéressant. Donc dans cette interview, elle parle du traitement des femmes en ce moment à WWE, enfin du moins de la ceinture féminine, et du changement de championne constant, hein, parce que voilà, Sasha Banks là, elle a perdu quelque chose comme 1 semaine après avoir regagné le titre à SummerSlam. Donc elle dit je ne sais pas si c'est de ma faute ou pas, mais on dirait qu'ils veulent jouer aux chaises musicales, je ne comprends pas. Donc là elle disait ça à SummerSlam, donc elle avait pas encore la ceinture, hein, mais elle parlait déjà de ça. Elle a aussi parlé de son agenda à la WWE, car on lui a programmé des interviews avec la presse pile pendant les enregistrements du Mae Young Classic. Elle dit une nouvelle fois: j'ai du mal à comprendre pourquoi ils m'ont booké ces interviews à ce moment-là, et ensuite ils se sont demandé pourquoi je n'étais pas dans le public. Donc entre ses propos datant de SummerSlam et la perte du titre juste après le pay-per-view, est-ce que la WWE tire une croix sur Banks en ce moment? Ring. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font seulement? Ouais. Il faut c'est assez absurde comme question, parce que quand même, à part Alexa Bliss, qui est la personne qui vous vend techniquement, qui va vous vendre des shows, vendre des tickets, c'est Sasha Banks. Donc surtout quand on voit le Mae Young classique, hein, ça nous conforte un peu dans l'idée que on va en parler. Sasha Banks est quand même la meilleure catcheuse du monde. Visiblement, elle est perturbée par l'organisation de Raw, qui est quand même un beau bordel organisé. Il n'y a pas de visibilité à long terme. Ça change par rapport à NXT où ils avaient comme ils enregistrent tout d'un coup, hein, donc ils ont vraiment tout qui est bien carré au niveau des storylines. C'est pas du tout le cas à Raw. Maintenant, pour moi, c'est quand même une erreur d'aller se plaindre comme ça dans un podcast ou dans des interviews qui sont destinées à la presse, parce que ces petits, voilà, elle critique un peu Après, moi, la façon dont je l'ai formulé, elle dit pas exactement chaise musicale, en fait, elle dit, je sais plus, flip-flop, c'est à peu près l'équivalent, quoi. Mais je pense pas qu'elle dépasse une ligne là. C'est à peu près raisonnable comme langage, mais quand t'es aussi haut dans la WWE, vaut mieux être du côté de Stamford et pas s'amuser à critiquer. Quand Kevin Owens il va en interview, il va pas dire qu'il est pas content de ce booking. Pour lui, tout va bien et il veut faire sa carrière à vie là-bas. Ouais. De toute façon, c'est pas Monday Night Raw qui va s'adapter à Sasha Banks. C'est Sasha Banks qui doit s'adapter à Monday Night Raw. Effectivement, c'est un weekly, c'est le bordel, ça dure 3 heures. Ils ont des mecs qui se blessent, ils doivent tout changer à la dernière minute. Ils ont pas de vision à long terme. Mais c'est comme ça que ça fonctionne la WWE. C'est comme ça que ça fonctionne Monday Night Raw. Si elle a pas compris qu'il fallait qu'elle s'adapte, c'est vraiment dommage pour elle, parce que ça expliquerait effectivement pourquoi ça matche pas et pourquoi ils préfèrent s'attarder sur Alexa Bliss et faire monter Alexa Bliss, parce que l'autre problème par contre dans les propos, après j'ai pas écouté le podcast en entier, hein, j'ai pas eu le temps, mais je vais forcément l'écouter après, mais des propos qui sont rapportés là, j'ai aussi l'impression que elle veut pas se remettre en question. Et même si on a beau adorer Sasha Banks dans le ring, on sait très bien que être bon ou excellent dans le ring, ça suffit pas à la WWE. C'est même limite secondaire des moments. Enfin, très souvent même. Regardez le Miz. Le Miz, il est champion. Là, ça commence à faire quand même pas mal de semaines qu'il est champion. Est-ce qu'il nous a sorti un grand match? Non. Mais le Miz, dès qu'on le voit dans un show WWE, on sait que ça va être amusant. Et y a personne, vous entendrez personne sur internet dire en ce moment: oh, le Miz, il sait pas catcher, sortez. Non, tout le monde est content parce que c'est un entertainer. Sasha Banks manque de ce truc-là. On sait qu'elle c'est une maladie presque de tout le roster en ce moment, mais c'est juste, on sait qu'elle est pas bonne au micro. Elle sait pas transformer les choses qu'on lui donne. Et de l'autre côté, Alexa Bliss, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, peut-être dans le ring, elle est pas, c'est pas le haut du panier,
mais elle se tient de mieux en mieux. Et au micro, elle dépasse tout le monde. Depuis que Charlotte est plus à SmackDown, enfin, elle est censée revenir, etc. Si on prend en compte les deux rosters, Alexa Bliss dépasse tout le monde largement au micro. Et c'est pour ça qu'ils lui font confiance. Après, pourquoi donner la ceinture à Banks à SummerSlam pour ensuite lui retirer 2 semaines après? Est-ce que c'était un test, genre c'était un ultime test et ça a duré 2 semaines? Il y a un début d'explication qu'a donné Meltzer ou Brian Alvarez au Wrestling Observer, c'est-à-dire que c'est un remplacement, Sasha Banks à SummerSlam, hein, c'était Bayley normalement qui devait arriver, et il y a une tradition dans le catch quand t'as quelqu'un qui vient faire un remplacement comme ça, parce que à la base t'as annoncé Bayley. Donc quand tu annonces quelque chose, il faut que tu délivres. Mais là, du coup, impossible. Donc quand tu mets quelqu'un à la place, tu mets la personne over. C'est la personne là qui va faire le show, et du coup, les gens sont contents parce que c'est une surprise et la personne est une méga star, etc. Et donc là, ils ont été jusqu'au bout du principe. Ils font gagner Sasha Banks et après, ils lui ont fait perdre la ceinture en weekly pour revenir à leur histoire Alexa Bliss contre Nia Jax, qui était prévu depuis le départ. Mais c'est juste pour, à l'instant T, quand ils font SummerSlam devant les gens, mettre over le remplaçant de Bayley. C'est une espèce de tradition du catch qui se défend, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait des shows à l'ancienne, quoi. Mais encore une fois, c'est une décision qui, sur le long terme, est un peu bizarre, surtout si tu considères que tu veux mettre Sasha Banks en top star. Mais alors, est-ce qu'ils veulent vraiment mettre Sasha Banks en top star? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont plus à fond sur Alexa Bliss, quoi. Bah, ils ont déjà essayé, hein, Sasha Banks en top star quand attends, c'était quand? C'est quand Charlotte est partie, je crois. Ouais. Mais enfin bref. Mais donc voilà, elle a déjà eu plusieurs semaines, tout ça. Bon, les blessures ont pas vraiment aidé non plus, mais le booking n'aide pas quand même. Ouais. Mais bon. C'est pas faux, mais c'est pour le coup sur cette situation-là, j'ai un peu envie de dire c'est 50-50, quoi. Il y a. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'elle a fait pour le catch féminin. Oui, mine de rien. On a beau faire beaucoup de critiques, mais c'était quand même bien de la merde avant qu'elle débarque, hein. Mais bon. Oui, après, c'est pas que Banks, hein. C'était aussi Charlotte. En grande partie Banks. Ouais, c'était si aussi Charlotte elle est montée comme ça, c'est parce qu'elle catchait contre Sasha Banks aussi. C'était notre regretté Paige aussi. Elle reviendra un jour quand elle sera sortie. Aujourd'hui, on n'aura pas de news Pel Rio ou ils ont été aidés, les gens qui avaient été victimes de l'ouragan là. Qu'ils ont été. J'ai vu passer le titre de la news, mais j'ai pas lu dans les détails, donc je sais pas ce qu'ils ont été faire, mais ils ont été aidés, les gens. D'accord. Bon bah tant mieux. Ils sont pas si méchants. Oui, bon. Ou peut-être que c'était pour piller les pharmacies qui étaient. Mais bon, je ne sais pas. C'est une hypothèse. Quelle horreur. Heureusement qu'on fait pas un podcast en anglais. Sinon il pourrait comprendre ce qu'on dit. Donc je vais te laisser parler de l'arrivée de Jim Cornette à la Global Force Wrestling. C'est ça, Destination X, l'émission spéciale qui s'apparente un petit peu à un pay-per-view, parce qu'il n'y a plus de pay-per-view à Impact Wrestling, hein, parce que personne ne paierait pour regarder Impact. L'arrivée de Jim Cornette à la surprise générale, qui va dans un segment débarquer au ring à la surprise générale et virer Bruce Pritchard, qui était l'espèce de general manager qui gérait la Global Force Wrestling depuis quelques semaines, depuis qu'Anthem était arrivé aux commandes. Un segment qui était super, et apparemment Bruce Pritchard n'est pas trop au courant, donc c'était un petit peu la surprise de se faire virer comme ça en live à l'écran. Super. Et donc pourquoi on vous parle de ça? Parce que Jim Cornette, quand même, c'est un sacré calibre au niveau du catch en général, hein, parce que c'était un promoteur, un manager qui est passé à la WWE, qui a géré des fédérations à l'époque déjà des territoires, qui est passé aussi à la TNA pendant de nombreuses années, et qui a ces derniers temps été aux commandes de son propre podcast, le Jim Cornette Experience. Voilà. Où il faisait aussi l'expérience des menaces de mort. Voilà, ça s'appelle. Voilà, il est en feud
à travers l'internet via les podcasts avec Vince Russo, Voilà. l'ignoble Vince Russo qui était donc le scénariste en chef à l'époque de l'Attitude Era. Et donc considéré comme responsable du départ de Cornette de la VVE. C'est ça, en quelque sorte. Enfin, ils ont toujours Enfin, été apparemment, il était responsable à chaque fois que Cornette s'est fait virer de quelque part. C'est ça, mais ils ont bossé ensemble à la TNA encore pendant des années, mais ils se croisaient pas trop dans les couloirs. C'est-à-dire que Vince Russo s'occupait de tout ce qui était scénarisation en général, puisque Vince Russo c'est plus un scénariste qui est passionné par plutôt le côté sitcom du catch. Cornette, il est dans le réalisme et dans le booking voilà, de match. Cornette, c'est le wrestling. Hein. Donc lui, il s'occupait de gérer les catcheurs en dessous pour essayer de leur faire les trucs que Vince Russo demandait, qui étaient souvent complètement absurdes. Et donc voilà, donc Jim Cornette qui donnait beaucoup de leçons de comment gérer des shows de catch, comment mettre en valeur des babyface, etc. Il va devoir prouver qu'il est capable à la Global Force Wrestling. Il a quand même le plus gros spot télé en dessous de la WWE, donc il y a de quoi faire. Alors il s'annonce pas comme employé de Impact Wrestling ou d'Anthem, il met tout de suite un petit peu le haut là, il dit qu'il est là en indépendant, qu'il est là, bon il va être general manager à peu près, avec un personnage à la télé, et donc il faut garder un œil sur la Global Force Wrestling, parce que déjà ce show Destination X, c'était déjà beaucoup plus cohérent que tout ce qu'a pu proposer Impact les mois précédents, alors qu'il y avait quand même de gros problèmes, puisque Alberto Del Rio a été suspendu, on lui a enlevé sa ceinture, Alberto El Patron, qui était le champion de la Global Force Wrestling, donc le main event qui était prévu contre Loki a été annulé. On a mis à la place le match qui était prévu entre Bobby Lashley et Evan Bourne, qui s'appelle Matt Sydal à la Global Force Wrestling. La semaine suivante, donc détermination d'un nouveau champion en la personne d'Eli Drake, à la suite d'une Battle Royale ou un Gauntlet Match comme ils appellent ça, donc c'est une Battle Royale où les deux finalistes s'affrontent normalement avec tombée. Et tout de suite, il y a beaucoup plus de cohérence dans le show. Donc, moi, je vous conseille de garder un petit œil sur la Global Force Wrestling. Il y a peut-être moyen qu'il se passe quelque chose après des années de vaches maigres et de booking insipide. C'est le moment de Cornette de faire ses preuves. Surtout que la Ring of Honor, c'est un petit peu le chaos. Donc, ce qu'ils proposent, c'est pas terrible en ce moment, malgré qu'ils fonctionnent bien, parce qu'ils font des grosses salles, des grosses entrées, les plus gros records d'affluence à chaque fois. Ils ont Cody Rhodes en champion, qui est quand même assez connu, mais qui fournit pas des matchs à la hauteur de la Ring of Honor. Donc c'est le moment pour la Global Force Wrestling de marquer le coup et de s'imposer. Et on va voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent. D'accord. Et on va passer à l'UFC. On va passer à John Jones, combattant UFC, joli mouvement. Jab. Pour les gens qui regardent pas sur YouTube, par contre, c'est dommage. Mais vous avez loupé un entraînement de ringside. Le 28 juillet, John Jones, combattant UFC, donc du coup champion light heavyweight, qui a donc battu Daniel Cormier à l'UFC 214 pour la ceinture. Pour conserver sa ceinture, si je ne me gourre pas. Enfin bref, pour récupérer sa ceinture plutôt. Il revenait de suspension. Ah bah oui, il avait donc du coup 1 an de suspension pour dopage une nouvelle fois. Enfin bref, a eu la mauvaise nouvelle donc du coup ce 28 juillet que l'USADA a détecté une présence de turinabol, donc du coup médicament considéré comme un stéroïde dans ses analyses urinaires. Et le début de l'enfer pour John Jones, c'est pas forcément, parce que tous ces autres tests urinaires et tests de sang, enfin prise de sang, se sont avérés négatifs avant et après le combat. Donc la décision n'est pas encore prise pour son éventuelle suspension ou perte de titre. Et tout cela nous ramène à Brock Lesnar, puisque Jones avait défié au micro après sa victoire Brock Lesnar, donc du coup un affrontement qui était largement suspecté, on va dire, pour la fin d'année, quoi, le temps que Lesnar puisse régler tous les soucis, parce que Lesnar est suspendu aussi, mais il a pris sa retraite, etc. On vous en a parlé dans le dernier Talking Catch, je crois. Donc voilà.
Alors ma question que j'ai déjà la réponse, mais est-ce que finalement Lesnar est resté champion après SummerSlam justement alors la news on l'a eu quelque chose comme 2 jours avant SummerSlam, donc ça me semble un peu improbable. Mais est-ce que Lesnar est toujours là et finalement va rester là à cause de ça? Bah, pour moi, il aurait gagné quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, le temps qu'il puisse accéder à un retour vraiment à l'UFC, Brock Lesnar, il faudrait du temps. Fin d'année 2018, c'est déjà un peu optimiste pour avoir le match. Hein. Parce qu'il faut qu'il rentre dans le programme de l'USADA, il faut qu'il sorte de sa retraite, qu'il rentre à l'USADA, qu'il termine sa période de suspension, parce que du coup elle a été bloquée puisqu'il a pris sa retraite entre-temps. Donc il faut qu'il rentre dans le programme de l'USADA qui dure des mois et des mois. Après, comme je disais l'autre coup, il y a aussi ces histoires de négociation, des moments où ils réduisent la peine si. Voilà, c'est toujours possible, mais il y a quand même le contrat WWE qui va jusqu'à une certaine date. Il était déjà annoncé pour No Mercy, si je dis pas de bêtises. Et puis on voit bien qu'ils veulent pas le faire tomber tout de suite, et qu'ils aiment bien l'avoir en champion, et que ça va sûrement peut-être se terminer à WrestleMania dans un affrontement contre Reigns qui finira par prendre la ceinture. Oui, on rappelle que du coup à No Mercy ça sera Lesnar contre Braun Strowman. Ça va être bien ça. Oui, bah alors l'affiche de No Mercy, enfin c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on aurait voulu voir à SummerSlam. Lesnar, Strowman, Reigns, Cena. Vous n'êtes pas en avril à WrestleMania, vous êtes juste en septembre à No Mercy. Incroyable. Mais donc oui, voilà, je pense pas que c'est lié tout ça, mais en tout cas la news c'est que Lesnar est pas prêt de partir pour l'UFC pour l'instant. Hein. C'est pas justement s'il part, ce sera pas pour simplement refaire un match à l'UFC, ce sera pour un money match, hein, comme on les appelle, un gros contrat pour sûrement se le tirer juste après une nouvelle fois. Hein. Donc voilà. Parce qu'en a un match, il se fait plus que ce qu'il fait en un an à la WWE, surtout si c'est un match contre John Jones. Alors après, il peut essayer d'aller chercher comment il s'appelle le champion là qui vient d'affronter Mayweather. McGregor, il risque de se faire défoncer. non, par contre là, ça je vois pas, parce que ce serait vraiment absurde. McGregor qui défonce. Knockout Brock Lesnar. Ah non, je pense pas. Je pense que Lesnar, enfin, malgré tout le talent de McGregor pour l'esquive, etc., je pense que Lesnar, il lui met 3 coups dans le ventre. McGregor, il respire pas pendant 1 minute. Je sais pas, il est costaud, McGregor, quand même. Oui, non, mais il est costaud, mais bon, après, bon, on en a pas parlé, mais donc, du coup, il y a eu le McGregor, Mayweather. McGregor a perdu au 10e tour. Malgré le fait qu'il ait quand même gagné les 4 premiers rounds, et que à la fin il s'est plaint parce que bon, il a pas été KO en fait, ça a été arrêté par l'arbitre, et il disait que il aurait pu continuer, mais bon, il se faisait quand même un peu massacrer dans c'est ça. Dans tour. C'était un match de boxe, hein, c'était pas l'UFC, donc effectivement, t'attends pas que le mec soit par terre et tu tapes pas un mec à terre à la boxe, hein, donc ça se termine effectivement sur un. Et la stratégie debout, hein. Stratégie de Mayweather, c'était de faire de la pure défense et se prendre un maximum de coups dans les premiers tours pour qu'ensuite McGregor, qui même dans l'UFC est connu comme étant un gars qui veut finir ses matchs le plus rapidement possible, parce que l'endurance c'est une de ses rares faiblesses. Il aurait peut-être gagné un combat de rue, mais pas un match de boxe dans les règles. Oui, sûrement. Bon, allez, on va passer à une news ringside, une news sur le catch mexicain. C'est ça. Sexy Star. À la AAA, hein, le catch mexicain, il y a 3 grosses fédérations. La AAA, qui est en partenariat avec la Lucha Underground et avec la Global Force Wrestling aussi. Vous avez la CMLL qui travaille avec la New Japan, et vous avez la Crash de Conan,
l'ancien champion de la WCW, enfin qui a eu de multiples titres à la WCW. Donc il y a pas mal de tensions en Mexique depuis l'arrivée de la Crash, et ça se répercute dans ce Triple Mania, ce qui est l'équivalent du WrestleMania pour la Triple A. Puisque dans un match Fatal 4-Way qui opposait la championne, enfin je sais pas si elle est championne, enfin en tout cas la plus grosse star mexicaine, Sexy Star, que vous avez pu voir à la Lucha Underground, hein, si vous regardez l'émission, ça passe en France sur Action, si je dis pas de bêtises. Si, je crois qu'elle a été championne Reina de Reinas, comme ils appellent ça. Reina de Reinas, c'est ça. Elle a aussi été championne de la Lucha Underground pendant 2 semaines, hein, puisque c'est des matchs intergender à la Lucha Underground. Les hommes affrontent les femmes, et dans un match, elle avait gagné et elle avait eu la ceinture pendant quelques semaines avant de se faire prendre le titre par Johnny Mundo. Vous vous souvenez de John Morrison à la WWE, qui désormais est arrivé à la Global Force Wrestling sous le nom de Johnny Impact. Oula, on a 3 news en même temps là. C'est ça, je vous donne un peu des news des gens que vous savez pas ce qu'ils deviennent. Donc voilà, il va bien, il est à la Global Force Wrestling. Donc cette blessure. Donc, ce qui se passe, c'est que visiblement, elles étaient un peu stiff les filles contre Sexy Star, qui a déjà le melon depuis bien longtemps. Elle a une très mauvaise réputation dans le vestiaire. Et à la fin du match, Rosemary, donc qui faisait partie du groupe DK, qui avait la célèbre rivalité avec les Hardy à l'époque d'Impact Wrestling dans le Final Dilation, donc donne son bras pour un cross-arm-bar, un Juji-Katame, et à la fin du match, Sexy Star ne lâche pas la prise, elle force et elle va déboîter l'épaule violemment sur la pauvre Rosemary. Le monde du catch est choqué, les critiques sortent de toutes parts, on attend les excuses de Sexy Star, qui ne fait pas d'excuses, qui se trouve des excuses. Alors elle a 3 versions différentes, ce qui fait qu'elle est peu crédible, puisqu'elle expliquait dans un premier temps qu'elle se rendait pas compte qu'elle était en train de faire mal à la pauvre Rosemary. Ensuite, elle a expliqué qu'elle a pété un petit peu les plombs parce qu'on lui a mis la pression, donc voilà, elle pensait qu'on l'attaquait, elle voulait se défendre. Et en une 3e version où elle a expliqué que tout ça c'est un work en fait, donc tout va bien. Voilà, donc déjà beaucoup de mauvaise réputation pour la pauvre Sexy Star entre guillemets, et donc maintenant elle est blacklistée. Apparemment elle est partie pour être blacklistée de beaucoup de fédérations. Beaucoup de catcheurs ont condamné ses actions, en particulier Cody Rhodes qui a dit qu'il ne travaillerait plus du tout avec elle, elle rentrera plus jamais dans un des vestiaires où il sera actif. Rosemary est sortie du silence pour expliquer qu'elle attendait des excuses de Sexy Star, que voilà, quand on fait confiance à quelqu'un dans un match, si on brise la confiance, c'est la règle numéro 1 du catch qui est brisée. Donc, et elle explique qu'elle était à 2 doigts de casser la gueule de Rosemary dans les vestiaires, mais qu'elle s'est dit qu'il fallait se reprendre parce qu'elle voulait pas finir dans une prison mexicaine. Donc voilà, Rosemary choquée, le monde du catch qui condamne tout ça, peut-être la fin de la carrière de Sexy Star, mais c'est pas dit parce que comme l'expliquait Metzer, il y a peut-être du fric à se faire sur une opposition Rosemary Sexy Star. Armbar contre armbar. Armbar contre armbar, voilà. Le catch mexicain, c'est un peu spécial, un peu mafieux, un peu sulfureux, donc c'est pas impossible qu'elle reste quand même à sa place parce que c'est quand même la plus grosse star mexicaine, mais pour l'instant ça va être difficile, et puis surtout quand on est fan de catch, on peut que condamner de telles actions. J'ai lu aussi voilà. sur Twitter, il y avait Shayna Baszler, ancienne combattante UFC et dans le Mae Young Classic désormais, qui avait dit quelque chose comme j'attends que quelqu'un tente de me faire ça. C'est sûr qu'avec elle, je pense que ça se serait pas passé exactement pareil. Et donc voilà. Oui, j'avais noté aussi, alors je la connais pas, mais c'est Lady Shani ou Shanae ou ouais, je sais quoi, qui faisait partie du match justement. Voilà, qui faisait partie du match, qui apparemment carrément est venue prendra partie
Sexy Star en coulisses juste après, il y a eu des échauffourées, comme dirait l'autre. Ouais, il y a eu une tentative de présentation d'excuses, mais qui a tourné court, puisque finalement, elle n'a pas présenté d'excuses, elle s'est juste trouvé des excuses. Non, c'est mal barré pour Sexy Star. Et on va passer à la dernière news, la 8e news, c'est les résultats du Mae Young Classic. On vous en parlait donc du coup au dernier Talking Catch. Et les 4 premiers épisodes sont sortis. Et puis voilà, on a eu un bon paquet de matchs. Et puis on va parler un peu des résultats et de nos impressions sur les différentes journées dès que je retrouve ma fenêtre avec les résultats. Voilà. Donc les matchs des 16e de finale. Alors ce qu'on a eu d'abord, c'était Princessa Sujit contre Kylie Ray. Alors ça, c'était un peu, je pense, un des pires matchs du premier tour. Hein. C'était pourtant Princessa Sujit ou Suhei est quand même considérée comme une des grandes figures du catch mexicain. Mais alors là, c'était mou, c'était pas très fluide, c'était voilà. Heureusement, c'était assez court, mais donc victoire de Princessa par soumission. Voilà. Donc, rien à ajouter. Rien à ajouter, voilà. C'était pas marquant du tout. Ensuite, on a eu Mercedes Martinez. Qui apparemment a plutôt une bonne cote, hein. C'est une fille plutôt baraquée, typée sud-américain un peu, contre Xiali ou Xiali, je ne sais pas. Enfin, c'est une chinoise qui apparemment est un peu une rookie, hein. C'était une grande première pour elle. Je pense pas je crois qu'elle a jamais catché aux États-Unis. Donc voilà. Elle sort des try-outs qu'ils ont fait en Chine, si j'ai bien compris. Pas très marquant non plus, hein. C'était plus censé être une démonstration de Mercedes Martinez qui a pas non plus fait grand chose à part démontrer un peu sa force, hein. Comme je disais, elle est plutôt baraquée. Au moins niveau niveau charisme, en tout cas dans les vidéos backstage, Mercedes Martinez a l'air une des plus confiantes et une des plus confiante au micro, quoi. Elle a pas répété. Il y en a beaucoup dans ses présentations qui ont répété exactement les mêmes choses. J'ai eu un parcours difficile, mais aujourd'hui je suis prête à tout. Je veux aller jusqu'au bout. Voilà, c'était le discours de la majorité des. Ils ont les mêmes discours, les mêmes musiques d'entrée. Tout pareil. Donc Mercedes Martinez, si je l'ai pas dit, donc victoire par soumission. Un peu plus intéressant, on a eu Abby Leif contre Jazzy Gabber. J'ai bien aimé moi ce match-là. Donc voilà, match plutôt sympathique. Attendez que je revérifie parce que j'ai une mémoire plutôt visuelle. Donc voilà, c'est Kimberly. Voilà, Abby Leif, vous la connaissez peut-être sous le nom de Kimberly. Elle était pendant un petit temps à NXT. Pendant un petit temps, ces dernières années, on l'a vu, je pense, jobber une ou deux fois à NXT. On avait fait une présentation un peu des catcheuses dans le dernier Talking Catch. Donc si vous voulez un peu plus d'infos dessus, n'hésitez pas à aller voir le dernier Talking Catch. Mais donc voilà, elle se débrouille vraiment dans le ring. Donc Jazzy Gabber, c'est l'ancienne de la TNA, non? Non, c'est une Allemande. Autant pour moi. Attends, je suis en train de confondre le match. Jazzy Gabber, oui, c'est une Allemande. Si, c'est une ancienne de la TNA. Ah ouais, elle a été à la TNA. Oui, elle a été à la TNA. Et donc à Stardom, hein, qui est un petit peu le gros du vivier pour ce Mae Young Classic, hein. Tout le monde est passé par Stardom. Donc voilà. Ça, c'était un des matchs marquants de ces 4 premiers épisodes. Je pense que Abby Leif, Jazzy Gabber, c'était vraiment bien. C'était un peu l'histoire de
la brute allemande, quoi, immense, contre Abby Leif qui est beaucoup plus sur la rapidité, mais aussi très 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 athlétique. Et c'était une grosse domination allemande. Oui. On a bien cru qu'elle y arriverait pas. Ouais, voilà, c'était vraiment bien joué là-dessus parce que on pouvait croire à un retour. Généralement, quand on a un retour dans des matchs, c'est à partir de tel moment on a le come-up et toute une séquence où le babyface reprend le dessus et sort son finish, etc. Là, c'était beaucoup, une grosse domination, puis ensuite vraiment des tentatives d'Abby Leif qui ont vraiment pas marché. Le public était derrière l'allemande, hein. Le public était clairement derrière Jazzy Gabber. Mais c'est bien Abby Leif qui a gagné avec un tombé. Et qui était sacrément, enfin j'allais dire crevé. Elle a mis tout son cœur dedans. Donc voilà, un beau match. Si vous devez en regarder un du premier épisode, je crois que c'est dans le premier épisode, celui-là. On a eu Rachel Evers contre Marty Bell. Alors, que je me souvienne aussi, Marty Bell. Rachel Evers, c'est la fille de Paul Ellering, c'est ça? Oui, Rachel Ellering, oui, voilà. Donc voilà, c'était un match correct. Dans mon souvenir, moi j'ai bien aimé Marty Bell. Marty Bell était plutôt intéressante. Je crois que c'est le match où JR a commencé le commentaire en disant, avec Lita, en disant, elles ont des solides bases, elles montrent vraiment leur base, etc. Heureusement, le match est devenu un peu mieux par la suite, mais c'est vrai qu'au début, bon, c'était headlock, c'était des trucs de base, quoi. Alors, match un peu plus attendu. Donc deuxième épisode, hein, si je ne me gourre pas dans l'ordre chronologique, c'est Shayna Baszler contre Zeda. Alors c'était pas tant pour Zeda que pour Shayna Baszler, hein, que tout le monde l'attendait, parce que Shayna Baszler c'est une ancienne, comme je le disais tout à l'heure, une ancienne de l'UFC, grande copine de Ronda Rousey, parce que à une époque à l'UFC il y avait toute cette histoire, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais d'équipes qui étaient l'une contre l'autre, et donc du coup Ronda Rousey devait former son équipe, elle avait choisi Shayna Baszler, par contre qui avait perdu son match par la suite, mais voilà, vieille copine, et puis maintenant que Ronda est sur le point de la reconversion et tout ça, forcément elle soutient toutes les superstars de l'UFC. Donc voilà, le match rapide. Voilà, rapide. Shayna Baszler a gagné avec bien entendu une soumission. Quand même, hein. Ouais, elle est très très rapide dans très technique et puis un physique hors norme. Hein. Voilà. Bon, on sait que c'est pas bien de faire des commentaires sur le physique, mais quand même, c'était pas elle a quand même un physique de gangster. Ouais, fait peur, hein. Elle fait un petit peu peur. Par contre, Zida est plutôt mignonne. Hein. J'espère qu'on la reverra. Alors Zida, pour des mauvaises raisons. Zida. Wrestler, je ne me souviens plus à quoi elle ressemble Zida. Ah oui, c'était la chino-américaine. Enfin, je dis chino-américaine. Elle est un peu. Ouais, voilà, elle est. Ouais, je. Pas trop ton type. C'est pas. Bon, allez, passons à la Bienvenue dans Macho Catch. Macho Catch. Alors, mais tarif ou mais pas le bon. Alors. Non mais voilà, sa promo était horrible. Le truc qu'elle avait dans le package juste avant était un peu. Voilà, c'est jusqu'au boutisme dans le machisme. Donc on a eu Mia Yim contre Sarah Logan. Alors. Donc Sarah Logan, que je me souvienne. Ah, Sarah Logan, c'est celle du Bayou là. Marie Dobson. C'est l'Australienne là. Oui. Ou néo-zélandaise. Elle, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Hein. Ouais. Donc voilà, elle était aussi, c'était aussi une de celles qui sont apparues à NXT ces dernières années.
Et Mia Yim, ah bah oui, c'est oui, d'accord. Mia Yim, c'est celle de la TNA. C'est celle de la TNA, voilà. C'était Jade, Enfin, la deuxième Jade de- à la TNA. De la TNA. Moins convaincu par elle, même si bon, c'est assez solide, mais Voilà, c'était dans mon plutôt souvenir. impressionné par Sarah Logan. Ouais, voilà, c'était dans mon souvenir, c'était juste un match correct. Et passons à un autre match qui était très attendu pour une des deux participantes. Et bah, c'est Candice LeRae contre que je me gourre pas. Candice LeRae contre René Michel. René Michel. René Michel, et oui. Il y a que si elle René n'est- Young et Alors, Michelle Obama. Est-ce qu'elle est canadienne? Parce que ça sent tellement le canadien ce nom. Elle vient de Washington. Je ne me souviens pas. Non, d'accord, elle vient de Washington. Bon bah, c'est râpé. René Michel, oui, joli accoutrement. René Michel. Ouais, on sent qu'elle a travaillé ses entrées et tout Oui, ça. Ah, il y a Elle est du. du Performance Center, je crois, elle. Hein, donc, D'accord. elle avait bossé le truc. Donc voilà. Bon, Candice Il y a du LeRae, potentiel chez elle. Candice LeRae, grosse fan, enfin grosse pop du public, tout simplement parce que, enfin, entre guillemets, bon, elle a aussi une bonne popularité dans le milieu indé, mais aussi c'est la femme de Monsieur Johnny Gargano. Gargano. Oui, à chaque fois, j'ai peur de dire Ciampa à la place de Gargano et tout ça. Donc du coup, voilà, c'est la femme de Monsieur Gargano qui était donc présent pour regarder son match. Et c'était un bon match, hein. Ça se tenait vraiment bien. Candice LeRae nous a donné un petit peu un aperçu de ses acrobaties, et puis elle a bien confirmé, comme elle le disait dans le package juste avant, que dans le ring elle peut être bien stiff et bien rapide. Elle a laissé dérouler René Michel là, qui a montré un petit peu ce qu'elle savait faire, ce qui est plutôt sympa. Donc voilà, plutôt sympathique ce match. Je pense qu'elle va dérouler un peu plus Candice LeRae sur le prochain match, hein. Parce qu'elle a pas non plus montré énormément quand même. Oui, elle a un peu souffert pendant tout le match. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport, il y avait un net décalage entre ce qu'elle nous a montré et ce qu'on avait vu des autres catcheuses avant là dans la première et deuxième journée. Quand même, on sentait moi j'ai trouvé une plus grande rapidité. Bon, en même temps, je vais pas dire que c'est forcément de la faute de son mari, mais bon, son mari c'est quand même Gargano, donc c'est le roi le roi du catch, stiff et rapide. Donc voilà. Après, on avait Nicole Savoy contre Reina Gonzalez. Alors, Nicole Savoy, est-ce que c'est l'indienne? Il me semble. Non, c'est pas l'indienne. Autant pour moi, je confonds. Donc... J'ai aucun souvenir de ce match. Moi non plus. Reina Gonzalez. Alors, attendez. C'est la mexicaine avec un truc sur l'œil là. Qui a un masque sur l'œil. C'était pas, il y avait rien à dire voilà, sur ce ouais. match. Je pense qu'on peut Je passer crois à que autre c'est un chose. de ces matchs que j'ai regardé un petit peu à moitié. C'était pas forcément intéressant. Par contre, plus intéressant, Serena Deeb contre Vanessa Borne. Bizarrement, je voyais plutôt Vanessa Borne comme favorite, hein, sur ce match. Mais c'est bien une victoire de Serena Deeb, hein, qui a une longue histoire avec la WWE, puisqu'elle faisait partie de la Straight Edge Society avec CM Punk lorsqu'elle était toute jeune et toute rasée du crâne. Rasée de près. Et l'ironie, c'est qu'apparemment, elle est partie sur une mauvaise pente juste après ça. Elle est partie dans l'alcoolisme. C'est ça, elle a bu de l'alcool. Et donc c'est un peu l'histoire de la rédemption. Maintenant, elle boit plus. Donc les fans forcément les fans de la WWE, dès qu'il y a quelqu'un qui a été vaguement ami avec CM Punk, voilà, c'est
c'est gratuit, hein, c'est tout l'amour du monde. Donc le public était quand même un petit peu pour elle. Victoire donc par tombée. Passons à un de mes matchs favoris. C'est Piper Niven contre Santana Garrett. Tout simplement parce que Piper Niven, Santana Garrett est vraiment bonne aussi dans le ring. Piper Niven est un peu une des attractions, sans dévaluer non plus sa capacité de catcher, mais c'est la femme la plus imposante, hein, on va dire la Nia Jax, même plus que Nia Jax du roster, du roster des participants. C'est une, est-ce que c'est une écossaise? Je crois que c'est une écossaise. Piper Niven, que je me gourre pas. Il me semble, bon, je sais pas grave, on me corrigera dans les commentaires si c'est pas une écossaise. Et il me semble que c'est une écossaise, donc voilà. Donc il y a tout ça, il y a sa corpulence, son accent. Si, c'est ça, écossaise. Oui, c'est bon, j'ai vérifié entre temps. Donc voilà. Et donc ce match, voilà, c'était le Titan contre Sarah Logan, qui est très athlétique, mais quand même un petit peu comme ça, quoi. Donc c'était vraiment un bon match. Piper Niven est déjà over avec le public, hein, bien sûr. Ouais. Elle a des mimiques qui sont très bonnes aussi, au niveau du visage, etc. On voit qu'elle a déjà très très bien développé son personnage. Ouais. Donc voilà, des moments impressionnants. Victoire à l'arraché comme ça, elles ont été toutes les deux jusqu'au bout du truc, c'était bien sympa, ouais. Elle a tout donné. Et oui, c'était un de ces matchs. On voit la différence entre les matchs où limite, en fait, y a celles qui connaissent leurs résultats et qui n'ont pas envie d'en faire plus, et il y a celles qui veulent prouver quelque chose même si elles sont éliminées au premier tour. Ouais. Donc il y avait beaucoup de rookies aussi, hein, beaucoup de filles du Performance Center qui ont peut-être pas de quoi montrer plus que ça. Et là sur Piper Niven, Santana Garrett, c'est quand même deux qui ont de l'expérience, donc du coup tout de suite ça donne un match beaucoup plus intéressant. Voilà. Après, on avait aussi une de mes chouchous, c'était Toni Storm contre Ayesha Raymond. Pas forcément un match incroyable, hein, j'espérais un peu mieux, mais voilà, Toni Storm, j'aime bien le personnage. Je pense que c'est justement une de celles qui a le plus de chances de ensuite faire sa place à la WWE juste par son charisme et par le fait que alors peut-être la promo backstage, enfin pas backstage, mais la vidéo l'a pas forcément démontré, mais si vous regardez sur YouTube, etc., elle a quand même un personnage, elle aime beaucoup jouer avec le public, c'est une bavarde, etc., et je pense que c'est un de ses personnages les plus colorés de ses participants. Donc c'est une victoire de Toni Storm sur un pin. Voilà, je veux pas vous parler d'Ayesha Raymond, c'était, pour moi ça m'a pas marqué. Je me souviens pas qui c'est. Voilà, un autre match dont à mon avis on se souvient pas trop, Lacey Evans contre Tainara Conti. Tainara Conti, c'était un peu la Shakira des participants. On nous a vendu qu'elle était très belle, c'était à peu près tout. Lacey Evans, si vous avez vu Glow, et si vous voyez le personnage de Kate Nash dans Glow, c'est exactement ça. Mais à l'américaine. C'est-à-dire que Kate Nash, elle joue l'anglaise un peu poche. Okay. Voilà. Et donc voilà, c'était un mélange entre Liberty Bell dans Glow et le personnage de Kate Nash. Donc voilà, c'est patriote, années 50, années 50-60, je catch pour mon pays. Le gimmick est marrant, le catch l'est moins. Ensuite on a eu Replay contre Miranda Salinas. Ça m'a pas non plus marqué des masses. Je sais pas si ça t'a marqué. Je crois que ça a bien plu à IRM. Oui, voilà, parce que Ripley apparemment a eu les faveurs de Monsieur Armbar. Bon, victoire de Ripley sur un tombé. Ensuite, on avait Dago Takai contre
Kavita Devi. Alors, Dakota Kai, ok plutôt. Dakota Kai. Ouais, Dakota Kai, elle est cool. Et Kavita Devi, c'est elle l'indienne, qui était très baraque. Et donc Dakota Kai, magnifique babyface, qui a les faveurs du public et qui est assez explosive dans le ring. Une espèce de concurrente pour Bayley, hein, je dirais. Oui, j'allais dire, c'est un peu la Bayley du roster. Je reviens, j'en ai pour 5 secondes. D'accord. Alors voilà, donc un match plutôt bien foutu, hein, le géant contre la petite Kawaii. Belle démonstration de Dakota Kai et belle démonstration aussi de l'indienne, qui est quand même assez solide dans le ring. Moi, ça m'a plutôt plu. D'accord. Bah ouais, moi j'ai trouvé que Dakota Kai a vraiment démontré que voilà, la petite hype derrière, on retourne, parce que je crois qu'elle était venue à NXT une ou deux fois, non? Ouais. Je l'ai vu à la Progress, là, ils ont fait un show à New York où ils ont fait un match à tag team, hein, 2 contre 2. Il y avait Dakota Kai d'un côté et Black Dahlia, et de l'autre Dino Paruso et une écossaise ou une anglaise dont j'ai oublié le nom, qui s'appelait Ginny ou quelque chose comme ça. Et elles ont fait un match qui était spectaculaire. Donc il y a vraiment du potentiel au niveau de ces gonzesses là, notamment Dakota Kai. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas Dina Paruso d'ailleurs dans ce tournoi. Je pense qu'elle a apparemment, elle fait un paquet de choses à droite à gauche. Enfin, elle est très occupée. Bah, écoute, quand elle aura le temps, puis elle est encore, voilà, et encore assez jeune, hein, Diana Paruso. Donc voilà, on a eu Bianca Belair contre Sage Beckett aussi. Donc Bianca Belair, hein, c'était celle qui a battu Aliyah à NXT. C'était un des rares matchs un peu teasing du Mae Young. C'était, j'ai trouvé qu'elle a impressionnant. Clairement, Belair, hein. Bianca Belair était clairement au-dessus. Enfin, on lui a laissé beaucoup plus de liberté que ce qu'elle faisait à NXT, hein, parce qu'on l'a vu 2-3 fois à NXT. Et c'était bon. Il y avait rien de spécial. En même temps contre Aliyah, hein. Là, c'était plus athlétique comme match. Bon, le coup des cheveux, le fouet avec les cheveux, moyen. On se souvienne d'elle. C'est pas avec ça que tu vas continuer tes matchs, hein, parce que c'est pas très réglementaire. C'est un peu bête. Mais voilà, impressionnante au niveau de l'athlétisme. Hein. On voit qu'elle c'est une passionnée de catch. Hein. Elle a pas juste appris les bases, etc. Elle fait des choses assez intéressantes. Hein. On n'a pas pris de notes sur les matchs, il y en a un paquet. Mais passons voilà à la tête d'affiche finalement de ce Mae Young classique. C'est Kairi Sane contre Tessa Blanchard. Quel beau match. Ouais, belle confrontation, hein, effectivement, hein, deux vétérans là pour le coup, hein, du moins deux gros noms du catch féminin. Tessa Blanchard, donc la fille de Tully Blanchard, la compagne de Ricochet, qu'on a déjà vu à NXT 2-3 fois. Bon, on l'a pas vu plus que ça, mais elle est sur le circuit indépendant. Elle tourne un peu partout, et là, on voit qu'elle est très très solide dans le ring, qu'elle sait raconter une histoire, elle connaît vraiment les secrets du catch pour sortir des bons matchs. Et puis Kairi Sane, donc cette vedette de la Stardom du Japon, le gros nom que tout le monde attendait. Moi, je n'entendais que parler d'elle, de sa descente du coude de la 3e corde. Et ben effectivement, elle a pas volé sa réputation. Elle crève l'écran. Le charisme, elle a tout ce qu'il faut, elle sait jouer avec le public, elle a le physique qui va bien, et vraiment des performances assez spectaculaires, hein, sa descente du coude là, façon, puis sa descente d'avant-bras aussi, façon phénoménal forearm, c'était quelque chose, hein, quand même. J'allais le dire, elle a une détente incroyable, quoi. Et puis très bonne psychologie pendant tout le match. Bon, Tessa était clairement du coup la heel dans ce truc,
le public était partagé, mais on voyait quand même que Kairi Sane faisait quand même résonner un peu plus son nom que Blanchard. Voilà, ouais, un beau match de va-et-vient et aussi clairement un catch beaucoup plus vicieux du côté de Blanchard, beaucoup plus athlétique du côté de Kairi Sane, qui se finit donc du coup sur la tombée, cette descente du coude. Voilà. La descente du coude qu'on peut regarder en ralenti au moins 2-3 fois tellement c'est beau. Et Kairi Sane, incroyable. En la regardant comme ça, vous vous dites oh c'est une jeunette, etc. Non, elle a 28 ans quand même. 28 ans, Kairi Sane. Mais bon, ça c'est les gènes japonais. C'est je pense avant 40 ans, ils vieillissent pas. Si vous regardez, alors moi je joue beaucoup aux jeux vidéo. Si vous connaissez Hideo Kojima, prenez une photo de lui il y a 15 ans, prenez une photo de lui aujourd'hui, le gars n'a pas bougé. Un peu comme Tom Cruise. Oui aussi, ouais. Bah, lui c'est les secrets de la scientologie, ça c'est. Bon, voilà. Un visage de cadavre sur sa face. Alors, enfin bref. On a fait bien assez long et je suis désolé cette semaine, je pense pas qu'on aura on n'aura pas le temps de faire un Parlons Steve, un débat sur NXT. Prochaine fois. Voilà, une prochaine fois parce qu'on nous l'a demandé dans les commentaires. Parlons de NXT. Est-ce que c'est plutôt toujours un centre de développement pour aller finalement vers le main roster, ou est-ce que c'est une véritable fédération qui a plus besoin du main roster? Ça, on en parlera donc du coup dans le prochain épisode. Je remercie Ringside d'avoir été là. Et c'est moi qui te remercie d'avoir présenté encore du beau boulot. Merci, j'étais un peu perdu dans toutes ces catcheuses. N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur PodCloud, sur iTunes et bien sûr sur YouTube, youtube.com/catchupcdc. Vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/catchupcdc, @catchupcdc sur Twitter. Laissez-nous des likes si vous avez aimé nos commentaires, nos analyses, etc. Des commentaires, donc du coup pour nous donner des sujets pour les prochains débats, si vous avez des nouvelles idées, et puis on vous souhaite un très bon mois plein de catch, puisque voilà, on fait une émission par mois. Peut-être qu'on fera une analyse de la fin du Mae Young plutôt que avant le prochain Talking Catch, parce que voilà, c'est à mi-septembre, j'ai pas dit, les semi-finales donc du coup diffusées le 4 septembre et la finale en live le 12 septembre. Voilà. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Salut. Ciao.